Tous. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de l'actualité du moment. C'est évidemment la situation de nos pauvres restaurateurs obligés de fermer par une décision du gouvernement fédéral. Ce nouveau gouvernement a voulu faire preuve d'autorité. Il a en réalité démontré son autoritarisme. D'un coup, il a à la fois décidé d'un couvre-feu et imposé la fermeture des restaurants et cafés pour un mois dans tout le pays. Aucune des deux mesures n'est expliquée par autre chose que la volonté de faire quelque chose, d'essayer de montrer que nos ministres contrôlent la situation alors que l'épidémie reprend très rapidement et qu'ils ne maîtrisent rien. Empêcher les gens de circuler entre minuit et 5 heures du matin en automne, alors que les discothèques, boîtes de nuit et bars sont de toute façon fermés, c'est évidemment inviter les fêtards à prolonger leur fête clandestine au-delà de 5 heures. Mais c'est spectaculaire. Cela permettra même peut-être à certains ministres, comme à Paris, de faire circuler des patrouilles nocturnes dans les rues pour surveiller le couvre-feu et de se donner une image de défenseur de la loi et l'ordre, à défaut d'impressionner le virus. La fermeture des restaurants, c'est pire. Cela revient à massacrer ceux des restaurateurs que le confinement du printemps n'avait pas réussi à ruiner totalement. C'est casser leur modeste reprise alors qu'ils avaient déjà consenti des investissements, dont les fameux dispositifs de séparation des tables, sur les exigences de ces mêmes autorités. Cela nous a valu un numéro de pur despotisme à la télévision de la part du nouveau ministre de la Santé, Frank van den Broek. Ce monsieur pour qui, si on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on n'a pas compris, a pris soin d'expliquer à la population qu'il fallait faire ce qu'il dit, parce que c'est notre faute si le virus progresse. Tout cela sur le ton d'un instituteur qui veut punir toute une classe de bambins indisciplinés. Chacun aura son avis sur le personnage, mais personnellement, je dois reconnaître qu'il a réussi un fantastique exploit que je croyais inimaginable. Il est parvenu, en seulement 2 semaines de présence au pouvoir, à me faire regretter, mais oui, ma guide bloc. Elle était seulement incompétente et gaffeuse. Lui ne paraît pas vraiment en savoir plus, mais il est sentencieux, dogmatique, cassant et donneur de leçons. Il a, paraît-il, prétendu disposer de rapports universitaires démontrant que les restaurants sont à l'origine de nombreuses contaminations. Le problème, c'est qu'il n'a montré ces prétendus rapports à personne et que 2 jours plus tard, on annonce que ces rapports, s'ils existent, concernent en réalité des pays étrangers et donc des situations différentes. Ainsi donc, l'avenir de toute une profession, l'ORECA, s'est joué sur des documents hypothétiques et semble-t-il non pertinents. Et tout le reste du comité de concertation s'est incliné devant Frank le tyran. On a ainsi vu David Clarinval, le très compétent ministre des PME, libéral convaincu, raconter qu'il avait dû s'incliner devant une décision qu'il n'approuvait pas, mais qu'il devait assumer en vertu de la solidarité gouvernementale. D'autres dans son parti, comme par exemple Denis Ducarme, fustigent cette décision en des termes très justes et très durs. Étrange quand même, étrange partenaire gouvernemental que le MR qui soutient des mesures très importantes et en fait en même temps la critique implacable, avec raison sans doute. Le MR commence sans doute à comprendre que pendant toute la législature, il ne cessera d'avaler des couleuvres dans un gouvernement qui est, dans ses principes et dans ses actes, très nettement antilibéral. Difficile de comprendre qu'on puisse aussi aveuglément suivre un ministre de la Santé qui, dès les premiers jours, justifie sa réputation de politicien arrogant et doctrinaire. Bien sûr, comme depuis le début de la crise sanitaire, les politiques s'appuient sur des experts. Ces fameux experts qu'ils ont choisis eux-mêmes, la plupart du temps parmi des serviteurs de l'État assurés de percevoir leur rémunération même au milieu du pire lockdown. Plusieurs travaillent d'ailleurs chez Sciences Anno, comme le vétérinaire Van Gucht, c'est-à-dire sous les ordres du ministre de la Santé. Et notre presse, en l'occurrence fort peu pluraliste,
ne cesse elle aussi, depuis le mois de mars, de se fonder sur les avis qui, le plus souvent, ne sont que des tweets rendus par les experts. Ils disent bien, presque toujours, les experts, comme s'ils étaient unanimes, alors qu'il faudrait dire des experts, ou peut-être les experts gouvernementaux, parce que même parmi ces derniers, les voix sont souvent très dissonantes. Et pourtant, dans le monde et au plus haut niveau, des voix s'expriment avec force pour fustiger les politiques des États qui ne cessent d'infliger à leur population des restrictions multiples et croissantes ou des vrais lockdowns de nuit comme le couvre-feu ou de jour, partiels ou régionaux, voire parfois de nouveau nationaux, comme depuis peu en Irlande. Il s'agit d'épidémiologistes de tout premier plan, que jamais nos gouvernants et nos journalistes ne citent par ignorance ou par volonté de suivre toujours les choix du pouvoir, ce qu'en d'autres lieux, souvent en dictature, on appelle les officialistes. Au niveau mondial, ces experts sont par exemple les professeurs Kulldorff, Gupta et Bhattacharya qui enseignent l'épidémiologie, excusez du peu, dans les universités de respectivement Harvard, Oxford et Stanford. Ils ont écrit récemment la déclaration de Great Barrington pour faire valoir leur point de vue complètement opposé à celle de presque tous les États européens qui ont imité la dictature chinoise. Pour eux, il n'est pas raisonnable d'imposer à toute la population des restrictions à cause d'un virus qui n'est réellement dangereux que pour un petit nombre de personnes que l'on peut identifier. Ils soutiennent qu'il faut protéger ces personnes-là si elles le souhaitent et laisser toutes les autres vivre leur vie normalement en sachant que le virus peut exceptionnellement les rendre malades elles aussi, mais il s'agit d'assumer un risque comme tous les autres risques que nous acceptons dans notre vie, dont certains qui sont fréquemment mortels, qui résultent des malchances de la vie. On ne doit pas croire qu'il est possible et même souhaitable de vivre sans aucun risque. Cette déclaration de Great Barrington est accessible sur le site gbdéclaration.org où chacun peut le signer. Il est précisé que les politiques suivies par nos gouvernants causent beaucoup plus de morts que le virus ne pourrait le faire. Des morts chez nous à cause du report des soins, des diagnostics retardés pour des maladies graves et des morts surtout partout à cause de la paupérisation des populations, qui est une cause de suicide et de défaut de soins. Et dans le monde aussi, 12 000 personnes par jour meurent de faim et d'absence de soins à cause des lockdowns et du chômage qu'ils provoquent, tandis que 150 millions de personnes sont rejetées dans l'extrême pauvreté induite par l'arrêt de nombreuses activités dans les pays occidentaux et dans le tiers-monde. Il est temps, je crois, de comprendre qu'il y a autre chose à faire que d'imiter la politique du Parti communiste chinois dans le traitement de la pandémie. Mais notre personnel politique, je le crains, n'en aura pas le courage. Il vient de le montrer en provoquant sciemment la ruine de milliers d'entreprises dans le secteur HoReCa. Bien sûr, et j'insiste, les lois doivent être respectées, chacun doit le faire. Mais dans le domaine du Covid, comme parfois dans d'autres domaines, de moins en moins de personnes respectent les lois parce qu'elles croient qu'elles sont justifiées et raisonnables. Elles les respectent seulement pour éviter des sanctions. C'est comme cela dans toutes les dictatures, y compris les dictatures sanitaires. Je vous remercie.